Christian Chesneau, on profite de votre venue sur notre plateau, grand reporter à la rédaction internationale de Radio France, spécialiste des rouages de la diplomatie. Et justement, dans cette crise à trois entre l'Ukraine, la Russie et l'Alliance Atlantique, quelle place tient la France? On voit que Emmanuel Macron multiplie les coups de fil à Poutine. La France essaie de jouer un rôle. Emmanuel Macron essaie d'être au premier plan, de trouver un chemin de désescalade, comme dit l'Élysée. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup de poids, parce que, comme vous l'avez dit, c'est une crise entre les Américains et les Russes, entre l'OTAN et les Russes. Et donc, la France, même si on est partie prenante du format de Normandie, on n'a pas forcément tous les leviers de commande, en tout cas d'influence sur Poutine. Mais en tout cas, l'idée de Macron, c'est de continuer le dialogue, parce que quand on dialogue, on n'a pas la guerre, en tout cas jusqu'à présent. Alors, venons-en à votre dernier ouvrage, co-signé avec votre confrère et compère Georges Malbruno, Le déclassement français aux éditions Robert Laffont. Parce que vous, téléspectateurs, si vous rêvez d'être une petite souris dans les coulisses de la diplomatie française, vous allez être servi en lisant ce livre, 300 pages, où vous êtes emmené entre le Quai d'Orsay, l'Élysée, la Direction générale de la sécurité extérieure. C'est un incroyable travail d'investigation que vous avez fait, avec des témoignages exclusifs. En gros, c'est comment la France a mené sa diplomatie au Maghreb et au Moyen-Orient depuis la Ve République. Surtout depuis Chirac. Moment clé, l'Irak 2003, où le non à la guerre en Irak va propulser la France sur le devant de la scène. Et depuis ce non à l'Irak, Chirac, de Villepin, on a le sentiment d'avoir une sorte de déshérence ou de recul français, parce que d'ailleurs ça commence sous Sarkozy, on réintègre l'OTAN, on se rapproche des Américains, on se rapproche des Israéliens, et donc notre politique entre guillemets arabe va partir un petit peu, comme je disais, un peu en déshérence. On n'aura plus vraiment de cap, et on va aussi jouer les essuie-glaces avec les révolutions arabes. Avant on soutenait les dictateurs, après on soutient les peuples et les manifestants, puis aujourd'hui on est revenu sous Emmanuel Macron avec une relation très forte avec les régimes autoritaires comme en Égypte ou avec les Émirats Arabes Unis. Alors on comprend un livre extrêmement dense. Justement, je me posais la question, ce titre, Le déclassement français, est-ce que vous l'aviez déjà en tête avant d'écrire le livre, ou est-ce que c'est au fur et à mesure de votre enquête où vous vous êtes dit, mais vraiment on est déclassé au niveau de la diplomatie? On avait l'intuition de ce recul, parce que nous, ça fait 30 ans avec Georges qu'on est sur le terrain, qu'on sillonne cette région. Et donc, au fur et à mesure de nos entretiens, de nos voyages, de nos rencontres, on sentait bien que la France, effectivement, était moins écoutée, moins crédible. Et c'est vrai qu'on l'a encore vu sous Emmanuel Macron, qui a essayé, encore une fois, de mouiller sa chemise, parce qu'il a fait beaucoup d'efforts, notamment au début de quinquennat, sur l'Algérie, sur le Liban, sur la Libye. Et au final, évidemment, on a une forme de déclassement. Alors, le déclassement, ça veut dire qu'on peut remonter au classement. Hein, on peut pas non plus être complètement négatif. Mais c'est vrai que la France a quand même beaucoup perdu de terrain. On a des concurrents, les Russes, les Chinois, les Turcs, mais on a beaucoup de versatilité, c'est-à-dire on manque de cap finalement. Mais vous faites un parallèle récurrent dans ce livre, justement, vous le disiez, entre Jacques Chirac et Emmanuel Macron. Alors c'est vrai que la diplomatie sur l'ère Chirac n'est plus la même que celle d'aujourd'hui. On pouvait prendre le temps à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux non plus, on pouvait faire moins attention à ce qu'on disait peut-être. Le Moyen-Orient a changé aussi, vous l'avez dit, entre les révolutions arabes, les printemps arabes, l'affaiblissement d'États forts. Est-ce que la personnalité d'un président de la République, dans ces cas-là, joue énormément? Oui, ça compte énormément. Et effectivement, Jacques Chirac avait une chaleur, il arrivait à communiquer avec tous les leaders, il y avait une proximité, j'allais dire presque une intimité. On le voit avec Rafik Hariri, son ami libanais. C'est exceptionnel, là, pour exceptionnel. D'ailleurs, il y a eu des effets négatifs, mais avec Macron, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est chaleureux, qui est affable, mais qui n'est pas chaleureux, qui est souvent sans affect, donc qui est moins dans la proximité, donc qui est plus parfois plus dur. D'ailleurs, il déroute ses interlocuteurs, comme on raconte dans le livre avec les Algériens, où il leur tient un langage de vérité. Et puis effectivement, même lui a un peu Chirac en tête. Quand il va à Jérusalem, on raconte l'incident à Sainte-Anne, dans la vieille ville, où il va faire entre guillemets du sous-Chirac, où il va essayer d'invectiver les soldats israéliens, mais ça fait un petit peu surjoué. Et donc c'est pour ça qu'il y a toujours Chirac. C'était organisé d'ailleurs, si on revient à cette anecdote-là. C'est ce qu'on raconte, voilà. Il y avait un côté théâtral, parce que Chirac avait marqué l'histoire quand il est dans la vieille ville de Jérusalem. You want me to come to take back my plane. Exactement. Et donc on a ça en inconscient chez Macron, et il n'arrive pas finalement à retrouver finalement cette fibre. Il a surjoue, et donc il va avoir avec les leaders arabes plutôt des relations d'intérêt plutôt que chaleureuses. Et vous insistez beaucoup sur ce côté solitaire, avec presque la perte de vitesse du Quai d'Orsay. Vous décrivez un ministre, un chef de la diplomatie, Jean-Yves Le Drian, qui annonce ses discours, une ministre de la Défense qui ne sait pas trop où trouver sa place. C'est assez dur parfois. Hein. Oui, parce que sous Chirac comptait sur le Quai d'Orsay, avait Maurice Gourdon-Montagne, son Sherpa, enfin il y avait toute une équipe autour de lui. Avec Macron, on a senti au cours de l'enquête un homme seul,
qui travaille en solo avec quelques conseillers, qui a complètement marginalisé le Quai d'Orsay, qui, encore une fois, a une petite équipe et qui pense que tout seul, il peut régler les problèmes. On le voit d'ailleurs un petit peu en Ukraine, où il est un peu aux avant-postes, mais la France est une puissance moyenne et on ne peut pas travailler tout seul. On l'a vu au Liban, où il y va tout seul avec une sorte de sabre de bois et il va se faire rouler dans la farine, entre guillemets, par les caciques libanais. Merci beaucoup, Christian Chesneau. La suite dans ce livre, donc, le déclassement français. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur notre plateau de TV5 Monde.